L'art de lire, c'est du bonheur, toujours à Notre-Dame de Lille, ce dimanche 25 juin 2023, avec Philippe Charlier. Quel magnifique temps, je peux vous dire que Philippe, nous, enfin et moi, et tous, nous avons extrêmement chaud. Voilà, je voudrais en tout cas, merci beaucoup Philippe, d'être parmi nous à ce salon. Comment vas-tu ? Tout va très bien, merci. On souffle les bougies de façon assez sympa aujourd'hui. Justement, j'allais te dire, mais tu vois, tu m'as pris les mots, je voulais juste te souhaiter un bon anniversaire, t'es du 25 juin. Et oui, tout à fait. Je suis cancer, c'est quand même le pire pour un médecin. Voilà. C'est vrai, entre parents. Là, tu vas jouer, mais moi je vais jouer encore avec les mots, puisque vous êtes de mots. Oui. Sans jouer de mots, ton père était médecin et ta mère était pharmacienne. Oui. Donc quel mal de mots, surtout qu'à 10 ans, tu as trouvé dans la maison familiale un crâne, une prémisse de future carrière. Et oui, tout à fait. C'était les ancêtres peut-être qui se manifestaient à moi déjà. Bon, c'était un crâne de taupe, donc c'est pas très médical, mais malgré tout. Ah oui, tu fais bien, c'était trompé. C'est tout petit une taupe. C'est tout petit, oui. Mais est-ce que tu aurais cru un jour devenir en fait médecin ? En fait, j'étais un tout petit peu poussé à la médecine par mon atavisme familial, donc j'avais un peu pas trop le choix. Au sortir du bac, je suis allé m'inscrire en médecine, mais dès le départ, je savais que j'allais faire autre chose que de la médecine, en l'occurrence de l'anthropologie, de l'archéologie. Mais j'étais poussé, on va dire, par ma famille pour avoir un métier sérieux, entre guillemets. Et puis finalement, heureusement, le naturel est revenu au galop. Je séchais mes cours de médecine pour aller suivre les cours à l'Institut d'art et d'archéologie, apprendre un peu l'archéologie grecque et romaine. Et puis dès que j'ai pu également, je suis parti en Afrique, notamment au Bénin. Voilà, je dis ça d'autant plus devant Jean à côté. Et Jean qui va nous retrouver tout à l'heure pour justement son film, avec grand plaisir, parce que vous avez une passion ensemble. Je ne voudrais pas justement te couper la parole, mais ça t'a conduit vraiment à tes rêves. On n'a qu'une vie, donc il faut faire tout ce qu'on a envie de faire dans cette courte existence. Donc oui, j'ai vécu déjà plusieurs vies. J'ai été médecin légiste pendant 10 ans. J'étais médecin de prison pendant 3 ans. Je suis en ce moment directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et puis en même temps, j'ai la chance de pouvoir écrire, transmettre ce que j'ai pu vivre, ressentir, voir et découvrir. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des amis sur l'écriture, la coécriture de ces livres, de Lidalio par exemple, ici présent, et puis l'opportunité aussi de toucher des personnages historiques du bout du doigt, grâce à l'archéologie, grâce à la médecine. Voilà, on va en revenir parce que c'est vrai que l'archéologie c'est quand même très important, vous avez même travaillé avec Stéphane Bern. Il y a une chose qui est très importante et que les gens ne savent pas tous, quel est votre rôle en tant que médecin légiste ? Alors il y a 2 types de médecins légistes, 3 mêmes types. Le premier médecin légiste, c'est le médecin autopsieur, c'est celui qui fait les dissections, les autopsies pour la justice. C'est celui qui dit quelle est l'identité du défunt, quelle est la cause de son décès, quel était son état de santé sous-jacent. Il y a ensuite un deuxième type de médecin légiste qui lui est clinicien, qui s'occupe des patients vivants, toi et moi, donc les futurs morts. Et, plus tard possible si possible, oui, si possible. Voilà. Et là, c'est malheureusement pour des drames également, qui sont des coups et blessures, qui sont des viols. Donc là, justement, on pourrait peut-être parler de la différence avec un criminologue. Le criminologue, c'est celui qui travaille en lien avec la justice et avec la police sur la résolution de crimes et qui utilise notamment toutes les traces. Mais également, il peut aider sur la psychologie des meurtriers. La criminologie, c'est vraiment cet art de résoudre des problèmes criminels. Et la criminologie est vraiment à la confluence entre la police, la justice, les techniques d'investigation criminelle et également la médecine légale. Et toutes ces universités que vous avez pu fréquenter, en fait, Paris, Versailles, quelle est celle qui a le plus marqué ? C'est difficile et je ne veux pas faire des jaloux. Je suis en ce moment à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est mon université mère, si je peux dire. Mais j'ai également été très bien reçu, si je peux dire, à l'université de Lille, Lille 2 en l'occurrence, notamment à l'hôpital, au CHU, où j'ai vécu mes plus belles années d'études comme interne, non pas en anapath, mais quand je faisais des études, quand je faisais des gardes aux urgences. Voilà, moi, je n'étais pas obligé en tant que microscopiste de reprendre des gardes aux urgences, mais j'adorais ça. J'adorais cette confrontation avec les patients vivants, forcément je n'étais pas habitué, et j'adorais voir des patients et les voir arriver allongés et les voir repartir sur leurs 2 pattes. Et ça, c'était très beau. Même si le premier patient que j'ai reçu, j'ai cru qu'il avait une aphasie, qu'il avait des troubles du langage, en fait, il parlait ch'ti.
Ça est original, j'y attendais pas du tout. On appellera Danny Boone pour faire la seconde partie. En tout cas, anthropologie, paléopathologie, pantographie, beaucoup de termes inconnus pour le grand public qui demandent quelques explications, Philippe, parce qu'en fait, les gens connaissent plus ou moins les mots, les termes, les différences en fait. Parce que je trouve que c'est important, vous le citez bien aussi dans les livres. Alors je vais reprendre les termes parce que je n'ai pas une bonne mémoire. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme, tout simplement. Qu'il s'agisse de l'homme physique, l'anthropologie biologique, ou l'anthropologie sociale, c'est l'étude des comportements entre les humains, notamment les rituels. Voilà. Il y aurait une anthropologie des salons du livre à faire, par exemple. Tout à fait. La paléopathologie, c'est la médecine légale appliquée aux squelettes archéologiques ou aux momies, ou aux reliques. Donc c'est la médecine légale de l'histoire, tout simplement. Et la pathographie, c'est quand on fait ça, mais sur des personnages historiques, ceux dont on connaît le nom. Donc si jamais on vient étudier, par exemple, à Caen, les restes de... ou à côté, à Rouen, le cœur de Richard Cœur de Lion, eh bien ça, c'est de la pathographie, tout simplement. Mais en gros, retenez que c'est toujours de la médecine sur des patients morts depuis très très longtemps. La définition, est-ce que vous avez tous compris, plus ou moins? C'est vrai que c'est pas évident, et puis c'est des mots qu'on utilise tous les jours, enfin pour vous. Toutes les minutes même. Toutes les minutes. Alors, Philippe, on vous a surnommé l'Indiana Jones des cimetières. Vous êtes contesté par certains, et à quel but vous recherchez justement cette identité? Alors, deux choses. La première, c'est sur le Indiana Jones des cimetières. C'est un de vos collègues, si je peux dire, du Parisien, qui avait trouvé cette expression, qui fait beaucoup marrer mes enfants. Surtout que maintenant, il y a le 5e Indiana Jones qui sort dans quelques jours. Exactement. Mais c'est vrai que oui, quand je vais dans une ville, généralement, avant de me rendre dans les musées ou ailleurs, je commence par les cimetières. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de connaître une civilisation, une culture, que de démarrer dès le départ par un cimetière. La première fois que je suis allé en Haïti, par exemple, je suis allé au cimetière principal de Port-au-Prince, et c'est là vraiment qu'on saisit la saveur et le lien qu'il y a entre les vivants et les morts. Maintenant, sur la controverse, oui, il y a des controverses. Quand j'ai travaillé sur les restes quand on a reconstitué, par exemple, le visage de Robespierre à partir d'un masque mortuaire potentiel, un homme politique français, Jean-Luc M., je ne donnerai pas son nom, plutôt orienté à gauche, nous a dit que nous étions des ambassadeurs du féodalisme bourgeois et qu'on essayait de diminuer l'héritage progressiste de la Révolution française. Parce que lui-même se considère comme étant une sorte de réincarnation de ce personnage historique et on flétrissait sa propre image. Et vous y croyez? Non. Puis surtout, contrairement à lui, moi je ne fais pas de délit de sale gueule. Quelqu'un peut avoir une très sale gueule, comme peut-être pour certains Robespierre, et malgré tout être un véritable tribun et un génie de la langue. Donc moi, en tant que médecin, je ne fais pas de délit de sale gueule vis-à-vis de mes patients. Robespierre est un de mes patients. Et bon, vous avez plutôt une belle gueule, donc il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui aurait une sale gueule, je ne vais pas le juger sur son physique. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage de la part d'un responsable politique, pour être honnête. C'est vrai que c'est choquant, et j'en ai connu justement des conséquences, parce qu'on en parlait hors antenne tout à l'heure. Je ne supporte pas qu'on juge quelqu'un comme ça, sur son physique. Voilà, tout le monde a ce qu'un médecin ne fait jamais. Exactement. Vous respectez le corps juste mais ce sont des patients surtout. Tous les personnages dont on va parler aujourd'hui, Descartes, Napoléon, Marat, Flaubert et d'autres, il y a du bon Arsène. Ce sont des... Il y a un portable? C'est ton portable? Ah, pas du tout. Non, attends, je vais mettre le mien en mode avion. En mode avion. Excusez-moi. On reprend l'antenne. C'est ça le direct. Parce que justement là, en fait, on va enregistrer en même temps. Je suis de retour. On est de retour. Ce sont des patients à part entière. Ouais, c'est pas le mien. Ce sont des patients à part entière. Ce sont des individus qui ont une identité. Ils ont vécu, ils ont eu une âme, ils ont eu des sentiments, et on ne les considère pas juste comme un squelette ou autre chose. Alors, pour la vérité, à l'aide de nouveaux moyens d'investigation, utilisez de nos jours et des pratiques de médecine légale. Quelle est la découverte la plus importante à vos yeux entre Robespierre, Henri IV, Napoléon Ier ou bien d'autres? Alors j'ai adoré l'enquête. J'ai adoré l'enquête que j'ai menée à Moscou sur les restes de Hitler. Je suis allé 2 fois à Moscou travailler sur les restes de Hitler qui avaient été tué ou liquidé ou suicidé, on va dire, à Berlin en 1945, comme vous savez, et qui avait été retrouvé quelques jours plus tard par 2 équipes différentes soviétiques.
et qui du coup était maintenant dans 2 laboratoires différents, dans deux services différents de Moscou. Et j'ai adoré ça, non pas parce que je n'ai absolument aucune fascination pour Hitler, qui pour moi est une ordure absolue, rassure-toi, mais parce qu'il y avait toujours cette idée d'une survivance potentielle, il y avait ce fantasme d'une survie de Hitler. Et ça a coupé court à tout ceci. On s'est rendu compte que les restes, mandibules principalement, et un fragment de crâne, de pariétal gauche, et puis également des couleurs de sang sur un meuble sur lequel il s'est suicidé dans son bunker à Berlin, que tout ceci en fait correspondait vraiment à l'état de l'individu quasiment 1 an avant, quand il y a eu une tentative d'assassinat contre lui, qu'on a eu une radiographie et qu'on a du coup une fixation de la morphologie de sa bouche, de son appareil dentaire, de ses dents, etc. Et donc, il n'a pas survécu jusque dans les années 70, 80, il n'est pas parti sur la face cachée de la Lune. Oui, parce qu'on a beaucoup entendu dire comme quoi il n'était pas mort. Oui, une vraie théorie survivantiste. Il a été vu, paraît-il, par certains en Argentine, au Brésil, et puis oui, certains disaient qu'il était sur une base secrète en Antarctique, ou d'autres qu'il était avec Elvis Presley, Marilyn Monroe et ses Jérôme sur la face cachée de la Lune. Donc c'est moi qui rajoute ces Jérôme. Mais je trouve ça génial. Mais voilà, c'est évidemment du fantasme. Donc heureusement, Hitler est bien mort, et il est bien mort tout de suite, si je peux dire, mais trop tard, bien entendu. C'est pas évident hein, de rentrer dans une histoire d'un être, c'est quand même un humain, mais des gens qui ont marqué l'histoire, et de raconter justement sa pathologie aussi. C'est un humain inhumain, cet homme. Et oui, mais c'était une vraie... Je n'ai pas accepté tout de suite de pratiquer l'étude. J'ai vraiment réfléchi, parce que c'est pas rien de travailler sur Richard Cœur de Lion ou travailler sur Hitler, c'est pas la même chose. C'est vraiment complètement différent. Et puis il y a la récupération politique, hein. Vous avez eu déjà l'exemple avec Robespierre, donc voilà, il faut faire attention et jouer avec des pincettes. Puis c'était travaillé également pour les Russes, en l'occurrence. En tout cas, pas pour les Russes, avec les Russes. Avec les Russes, je reprends l'expression. Et alors, tu en parles dans pas mal de... Donc là, c'est autre chose, c'est vraiment... Attention, ça sent le coq à l'âne. Voilà, exactement. Mais j'aime bien passer à autre chose. Là, autopsie des fantômes, les histoires surnaturelles. Est-ce que on peut dire que c'est une liaison avec justement les morts vivants? Oh, le grand écart. Alors... Oui, justement, j'aime bien le grand écart parce que je sais que tu... Là, ça sent la souplesse. Alors, moi, en tant que médecin légiste, je me suis posé la question donc à force de travailler sur des morts, et des morts nombreux, 2000 autopsies en l'occurrence, je me suis forcément posé la question de qu'est-ce que les gens pensent de ce qui se passe après. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur les fantômes, que j'ai commencé à travailler sur les vampires, sur les zombies, tout ce qu'on appelle les non-morts. Les individus qui, après la mort, eh bien, sont vus ou intégrés par la société comme ayant survécu. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur Autopsie des fantômes, parce que ce qui m'intéressait, c'était non pas de savoir si les fantômes existaient ou pas, c'est pas mon problème, mais de savoir pourquoi les gens y croient. Déjà dès l'Antiquité, au Moyen-Âge, et puis surtout à partir de cet âge d'or du fantôme, qui est celui du spiritisme, dès les années 1830-40 aux États-Unis, puis arrivé une vingtaine d'années plus tard avec Allan Kardec en France dans les années 1860-70. Et ensuite qui ont proliféré et qui est même quasiment devenu une religion d'État, le kardécisme, au Brésil. Donc j'ai mené mon enquête auprès de la communauté spirite, auprès également de la communauté caodaïste, une religion assez récente qui mélange le spiritisme, le bouddhisme et un peu de catholicisme au Vietnam, mais qui a une branche et un temple à côté de Paris, à Maison-Alfort, et puis également Saint-Nicolas du Chardonnay, qui est une église traditionnaliste du 5e arrondissement, pas très loin de chez moi, que je ne fréquente pas, sauf sur le plan anthropologique, où là il y a une chapelle du purgatoire qui est extrêmement active, où les gens en fait viennent demander une guérison pour quelqu'un qui est bloqué au purgatoire et qui demande à passer du côté du paradis. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce qu'on n'est pas passé spécialement du Calade, mais quand tu as participé à plusieurs émissions comme Secret d'Histoire, oui. Et c'était quand même une belle émission justement, et tu parlais avec Stéphane Bern, on a parlé justement de Hitler, on a parlé de... Richard Cœur de Lion. Et là, on parlait justement de tous ces fantômes. Oui. Eh bien, ces fantômes, ce n'est pas des fantômes de personnages historiques, même s'il y en a quelques-uns. Par exemple, j'ai travaillé sur le livre des tables de Victor Hugo, dont le manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale de France et qui a été écrit dans les îles anglo-normandes. Et
c'est assez génial de voir que pas mal de personnages historiques viennent visiter Victor Hugo dans sa croyance. Alexandre le Grand, Philippe de Macédoine, des personnalités de la Bible aussi. Et puis à un certain moment, genre je l'ai lu, c'était vraiment tard le soir et la nuit, moment propice pour l'écriture. Et à un certain moment, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de piles en fait, c'est ça le problème à mon avis. Et donc à un certain moment, eh bien, il y a la mort. Quelqu'un frappe sur la table et Victor Hugo dit « Qui es-tu » Et la table répond « Je suis la mort ». Et là, c'est le moment où vous tournez la page et allez sur la page suivante. C'est quelque chose. C'est vraiment, même à distance, même plus de 100 ans plus tard, quand on lit ceci, c'est absolument impressionnant. Et moi, ce que j'aime, c'est cette confrontation entre deux mondes. Et à nouveau, le monde réel. Le monde réel et le fantasme, au sens grec du terme. Les fantômes, mais aussi l'idée qu'on se fait de l'autre monde. Que ça soit vrai ou faux, c'est pas mon problème, mais c'est ce moment de cette rencontre. Je te donne un autre exemple. Au Bénin, lorsque au Bénin, les fantômes qu'on appelle des revenants et des egungun sortent, il y a un petit bâton qui est tenu par un initié de bas grade, et ce petit bâton maintient la distance raisonnable entre le vivant, qui interroge le défunt, si je peux dire, et l'egungun, qui est la figuration du fantôme, mais qui sort comme un être de lumière, littéralement, recouvert de tissus chargés de couleurs. Et ce bâton, c'est 30 ou 40 cm qu'il y a entre l'initié et l'egungun, donc le fantôme du vaudou béninois, c'est la distance qu'il y a entre la vie et la mort. Et ça, c'est une des choses les plus extraordinaires que j'ai pu voir. C'est on a une matérialisation de cette frontière physique, palpable, mesurable, entre un monde et un autre monde. Et ben, quand tu vois ça, quand tu y assistes, oui, tu te rends compte. Alors moi, j'ai un regard d'anthropologue, c'est certain. Oui. J'ai un regard de cartésien aussi, mais on a vraiment cette, cette matérialisation qui est extrêmement formatrice. C'est très formateur et je pense qu'en fait, la collaboration avec Stéphane Bern t'a permis de transmettre ce secret d'histoire. Qu'est-ce qui t'a permis d'aller plus loin avec Stéphane, justement, dans les livres? En fait, avec Stéphane, ce qui a été possible, c'était d'abord sa grande curiosité et puis son désir de s'entourer de spécialistes des différents personnages historiques, mais également des différents types de spécialités qui permettent de littéralement faire parler les morts. Il s'entoure d'historiens, Michel de Decker, par exemple, tout à fait. Que j'ai pu connaître dès le départ sur ces plateaux-là et que j'ai suivi ensuite sur les plateaux avec Christine Bravo. Et puis également, ça peut être Clémentine Portier-Caldenbach, Virginie Giraud et d'autres, des historiens purs et durs, entre guillemets, comme Virginie en est une aussi, hein, mais comme Jean Tullard et autres. Donc chacun avec sa spécificité, sa zone de confort, entre guillemets, il aimait à la fois nous interroger sur les zones sur lesquelles on est vraiment à l'aise, et puis parfois nous pousser dans nos retranchements, c'est-à-dire nous pousser et tenter de répondre à des questions auxquelles on ne pensait pas forcément. Et c'est très bien, il faut nous sortir de nos zones de confort, et je te fais confiance là-dessus. Mais c'est vrai, exactement. Après, tu as écrit un autre livre, c'est voilà, Comment faire l'amour avec un fantôme. Alors, explique-moi ce livre. Un titre énigmatique. Voilà, tout à fait. Et est-ce que c'est invisible? Alors d'abord, le titre est un hommage à Denis Laferrière, que j'aime beaucoup, et à un livre qu'il a fait connaître, qui s'appelle « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Lui peut se permettre un tel titre, étant d'origine haïtienne, vivant au Canada, et étant maintenant depuis longtemps à l'Académie française. Et ce livre m'a beaucoup marqué. Et je voulais, par cet hommage, montrer le rapprochement parfois physique qu'il y a entre nous, les vivants, et les personnalités, on va dire, surnaturelles. Qu'il s'agisse des Yurei au Japon, qu'il s'agisse du masque No, toujours au Japon, qu'il s'agisse également des Egungun, bien sûr, et puis d'autres entités, les maris de la nuit, par exemple, les Dorlis aussi, dans les Antilles françaises. Donc tous ces individus qui sont vraiment entre deux mondes, avec lesquels on peut interagir de façon plus ou moins intime. Et notamment, il y a quelque chose que... J'ai acheté un jour une peinture de Yurei, donc une peinture qui représente un fantôme féminin, dans un grand morceau de papier. C'est peint, c'est japonais, fin du 19e siècle. Alors, je te donne juste la façon de faire apparaître, de faire sortir ce fantôme du papier, pour faire ce que tu veux avec, boire du thé ou ce que ta lubricité pourra imaginer. Donc tu dresses verticalement dans un petit cabinet ceci, et au moment où la lumière tombe, décroît le soir, tu vas allumer 100 bougies. Et tu vas raconter 100 histoires de fantômes à voix haute, avec des amis que tu auras réunis ici, et à chaque histoire que tu finis, tu éteins une bougie. Et au petit matin, tu dois éteindre la 100e et dernière bougie en finissant la 100e et dernière histoire. À ce moment précis, le fantôme sort de la toile
et tu peux faire avec lui ce que tu veux. Mais attention, le fantôme ne repart jamais seul vers le pays des morts. D'accord. Alors là, c'est très intéressant parce que je fais partie des artistes indépendants à Paris au Grand Palais. Et là, tu es en train de me raconter quelque chose. Il faut qu'on organise ça. Il faut qu'on organise ça parce que... On a déjà la peinture. On a déjà la peinture. J'ai les livres, on trouve les bougies. On va trouver les bougies. Et il y a exactement au mois de février, rien à voir, j'ai une dame, artiste peintre, qui expose et elle met 2 bougies devant son tableau. Bon. Je lui dis, vous savez, faites attention parce que ça peut brûler. Enfin, bon. Elle me dit, ne vous tracassez pas, ça ne brûlera pas. Et le lendemain, le tableau, en fait, il était toujours là, mais il y avait un trou au milieu. Eh ben, joli. J'ai trouvé ça. Et là, aujourd'hui, je t'en rencontre justement pour parler de ce fantôme d'amour et à la fois invisible. Où comment on peut parler? Visible, invisible? En fait, il est surprenant. L'invisible, c'est ce qu'on voit mieux quand on ferme les yeux. On imagine. Oui, on imagine, ou en fermant les yeux, on ouvre plus nos sens, tout simplement. C'est ce que pratiquent les chamans dans certains endroits du monde, notamment en Sibérie ou en Amérique centrale ou du Sud. Voilà, l'invisible, c'est ce qu'il y a entre nous deux, entre toi et moi, il y a un monde. Voilà, dans un imaginaire ou dans une vision anthropologique, tout simplement. Donc il y a beaucoup plus de choses sur la terre et dans le ciel que ce que ton imagination ne peut percevoir. Voilà. Que ce que ta philosophie ne peut t'apprendre, disait Shakespeare. C'est sûr, si on savait tout, je ne sais pas. Il vaut peut-être mieux pas. Il vaut peut-être mieux pas. Tu as collaboré aussi, tu as été passé au magazine de la santé avec Marina, Michel Simez, Christian Guérin. Est-ce que les questions qui ont été les plus profondes dans l'être humain de ces émissions? J'aimais beaucoup quand on recevait des invités qui étaient des patients et qui venaient témoigner sur le plateau de leur souffrance, de leur désir, de leur nécessité, de leur frustration parfois aussi. Et c'était l'occasion à chaque fois de corriger dans la pratique médicale ou paramédicale soit des erreurs, soit des indélicatesses qui avaient été faites, soit des choses qui étaient des manquements, tout simplement. Et ça, c'était vraiment très bien, avoir la parole du patient. Pour un médecin, c'est essentiel. Et tout le monde ne parle pas forcément dans un cabinet médical, dans une cellule de prison, encore moins sur une salle d'autopsie. Et c'était vraiment intéressant d'avoir cette parole. Alors les gens étaient castés dans le sens où on prenait ceux qui s'exprimaient le mieux possible, bien évidemment, mais c'était à chaque fois, tous les jours, donc, entre 1 ou 2 voix qui étaient rendues sensibles, et ça permettait vraiment de mieux connaître ce que les patients désiraient. Voilà. Et ça, quand on a un regard à la fois d'anthropologue et de médecin, eh bien ça obéit à ces deux demandes. Voilà. Est-ce qu'à la voix, quand les gens te posent des questions ou que tu rencontres, est-ce qu'à la voix, tu vois leur souffrance? Ah non, nous portons tous des masques en permanence. Tous des masques. Tu as 5 masques sur toi. Et non, heureusement, on ne voit pas, et tant mieux parce qu'on ne peut pas lire. Alors certains peuvent lire une partie, mais on ne lit jamais rien. C'est comme si tu avais un masque no sur le visage. Tu es impassible, tu es souriant, mais derrière tu pleures. Oui. Donc voilà, donc non. Parce que c'est vrai que quand on voyait je vois les émissions avec Marina ou Michel Simez, en fait, il y avait des patients, parce qu'on appelle ça des patients. Vous voyez qu'il y avait une souffrance, en fait, ils n'osaient pas parler de ce qu'ils ont exactement. Que ce soit eux ou que ce soit des patients que j'ai pu voir dans les cabinets médicaux ou même des individus avec qui j'interagissais sur le terrain anthropologique, il y a toujours différents niveaux de lecture et un visage et une personnalité ne s'ouvrent pas immédiatement. Ou alors c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On joue tous un rôle de théâtre. Voilà, on joue en permanence. Et donc pour retirer notre masque ou notre maquillage d'acteur, il faut du temps, il faut de la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit. C'est un peu comme l'amitié, c'est comme l'amour. C'est comme l'amitié, c'est comme travailler avec quelqu'un ou quoi, ça se travaille. C'est bien pour ça qu'on est des homo sapiens. Exactement. Et là on va parler justement des chœurs célèbres. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement ce côté, en fait on va revenir parce qu'il y a un truc qui me plaît bien dans ce dernier livre justement des éditions Talendier avec Flaubert, Descartes. Qu'est-ce que tu pourrais me dire exactement sur son autopsie? Alors le cœur est un organe noble au sens extrêmement symbolique.
Et on a la chance que dans beaucoup de processus d'embaumement ou de conservation corporelle, le cœur a été gardé. Le cœur est mis de côté. On offre son cœur post-mortem à la personne qu'on aime. On offre, mais au sens organique du terme, c'est-à-dire que le cœur au moment de l'autopsie est retiré, il est déposé dans une petite urne. C'est la première chose qu'on retire. C'est une des premières choses qu'on retire au moment de l'autopsie, et on finit généralement par le cerveau. Mais étonnamment, les gens offrent plus leur cœur que leur cerveau. Puis il y en a d'autres qui offrent d'autres parties de leur anatomie que la pudeur m'interdit de nommer. Mais ça, c'est véridique. Bref, on a la chance dans beaucoup de souverains français ou européens d'avoir une sépulture de cœur, une sépulture de viscères et une sépulture de corps, le corps étant embaumé. Et donc, du coup, on a 3 fois plus de chances d'obtenir des restes organiques de ces personnages historiques pour en faire ensuite une étude a posteriori sur le plan médico-légal et archéologique, anthropologique. Et les cœurs sont assez souvent bien conservés parce que c'est un organe qui se dessèche facilement et puis qui ne prend pas trop de place et qui peut facilement passer dans la poche. Le cœur de Louis XVII stocké dans la poche de Pelletan, puis dans une bouteille avec de l'eau de vie. Et puis le cœur de Anne-Madeleine Remusat ou Pauline Jaricot, qui sont 2 bienheureuses, pour lesquelles on a pu travailler dans le cadre de leur procès de béatification, canonisation. Et là, les cœurs ont été également bien préservés. C'est les cœurs qui sont beaucoup plus conservés que les autres. Le cerveau, ça ne se conserve pas très bien. Ça fond assez vite. En 48 heures, en l'absence de conservation, c'est trop tard pour pouvoir le préserver. Le formol ne tient plus. Après, il y a les cheveux. Alors il y a les cheveux, c'est ce qui se conserve le mieux. Les cheveux et les ongles, c'est idéal. Ça, c'est le bonheur. Maintenant, parmi les organes, le cœur, c'est quand même une des choses qui se conserve le mieux. C'est quand même un organe qui est musculaire, qui est relativement dense. Si en plus on a la chance, si je peux me permettre, que l'individu ait fait un infarctus, ça veut dire qu'il est fibreux, en cicatrice, et du coup il se conserve mieux que simplement musculaire. Si en plus il est calcifié, parce que la personne a de l'athérome, donc des dépôts de cholestérol calcifiés dans les coronaires, ça se conserve également très très bien, ce qui était le cas du cœur de Louis XIV qu'on a étudié. Donc il y a des facteurs qui sont pathologiques qui aident ensuite à la conservation de ce reste pour un peu plus tard. Donc certaines maladies sont du côté du légiste, si on peut dire. Oui, on peut pas, il faut satisfaire tout le monde, on va dire. Et oui. Quel est le meilleur souvenir? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans toutes ces études à la date d'aujourd'hui d'un patient? Une histoire improbable. Alors, je vais rester sur les cœurs. Louis XIII et Louis XIV ont offert leur cœur au général des Jésuites pour le remercier des services rendus à la nation française, si on peut dire. Et donc les cœurs ont été embaumés, déposés dans des reliquaires dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis dans le Marais, à Paris. À la Révolution française, les reliquaires sont détruits, vendus à la Monnaie de Paris pour faire des médailles. Et puis les cœurs, eux, sont vendus, cette fois-ci, à 2 peintres, Martin Drolling et Pau de Saint-Martin. Parce qu'à l'époque, on utilisait des fragments de momies égyptiennes pour faire des pigments pour les peintures. Sauf que là, ils avaient un peu la même chose, des cœurs embaumés, momifiés, de roi de France, qui valaient vachement moins cher, vu que ça vient au bout de la rue. Du coup, ils les achètent pour quasiment rien, et on sait par les livres de comptes que ça a potentiellement servi à peindre 2 peintures, une vue de Caen, qui est au musée de Pontoise, et un intérieur de cuisine, qui est au musée du Louvre. C'était une légende qui traînait depuis pas mal de temps. Alors on a eu envie de savoir si la légende était vraie. Alors on n'a pas pu prélever, pour des raisons légales et de conservation, la peinture du Louvre, mais on a pu prélever celle de Pontoise. Alors on a prélevé là où il y avait un pigment un peu brun violacé. Et on s'est rendu compte déjà à l'examen microscopique que ce pigment correspondait à des cellules musculaires. Ça commençait bien. Mais bon, ça pouvait être des fragments en effet de momies égyptiennes ou de n'importe quoi d'autre. Du coup, on est allé plus loin, on a identifié cette fois-ci les protéines. Et là, on a identifié dans les protéines des cellules musculaires de cœur humain. Et en plus, on a identifié des protéines en rapport avec la multiplication de bactéries qu'on sait impliquées dans les septicémies chez les diabétiques. Et notamment les diabétiques qui font des infections au niveau du pied qui ensuite gagnent la totalité du corps. Et c'est exactement le modus operandi de la mort de Louis XIV. Et c'était la peinture qui était suspectée avoir été peinte avec le cœur de Louis XIV. Donc la boucle était bouclée, et on a pu confirmer que oui, c'est vraiment le cœur de Louis XIV qui a été utilisé. Et c'est le cœur qui parle le plus? Le cœur parle vraiment énormément, oui. C'est un organe qui renseigne beaucoup sur l'état de santé. Parce qu'il y a le cœur, l'organe, oui, qui est quand même assez souvent dans ces périodes anciennes une cause de mort. Et aussi, à l'intérieur du cœur, vous avez toujours des résidus de sang qui vous renseignent sur l'état de santé de l'individu. À travers le sang, tu as les parasites, tu as une partie de l'alimentation, tu as les anticorps de tous les agents infectieux auxquels il a été confronté avant, tu as des prédispositions génétiques à pas mal de maladies. Ouais, c'est comme si on faisait une prise de sang. En fait. Et puis c'est le disque dur.
Et oui, tout à fait. C'est le disque dur. Exactement. J'aurais une chose qui est très intéressante, c'est qu'on embaumait, on n'embaume plus. On embaume encore, mais peut-être un peu moins. Différemment, oui. Différemment. On fait des soins de conservation de corps. Voilà. Là, c'est vraiment personnel, mais je ne sais pas si on ne sait jamais, le monde est petit. J'ai la chance, ma grand-mère, qui a été embaumée. Oui. Voilà. C'est la seule qui est enterrée dans le cimetière embaumée. On parle d'il y a très longtemps, puisqu'elle est décédée à la fin de la guerre. Pourquoi on embaumait les gens comme ça? Est-ce qu'il y a un dicton? Est-ce qu'il y a un rituel? Il y a quelque chose? Comment ça se passait à la fin de la guerre? Alors on embaume quand on voit maintenant, c'est intéressant de voir l'évolution aussi. On embaume assez souvent parce qu'il y a un décalage de temps assez important, notamment en saison chaude, entre le moment du décès et le moment des funérailles. Quand cette durée est supérieure à une semaine, assez souvent on embaume. Ce qui est le cas par exemple pour le pape, voilà, le temps que les funérailles s'organisent, que tous les souverains chefs d'État du monde entier viennent. Et puis pour les populations anciennes, il y avait une exposition du corps qui pouvait durer plusieurs jours, notamment toujours au sortir de la guerre. C'est quelque chose qui a disparu dans les années, en gros en 68. En 68, après mai 68. Après mai 68, il y a eu un changement. Oui, c'était vraiment la chienlit. Et notamment la chienlit sur le plan anthropologique, il y a beaucoup de coutumes, peut-être pas des rituels, mais des coutumes qui ont disparu, notamment celle de la présentation du corps. Avant, le corps était veillé à la maison. Et la veillée du mort, oui, les gens, on allait dans la maison de la grand-mère, du père, enfin voilà. Et il fallait que le corps soit présentable. Et pour être présentable, il était momifié, embaumé, généralement sur la table de la cuisine ou dans un lit, dans une chambre. Ensuite, le matelas, les draps étaient brûlés parce qu'ils étaient jugés impurs, entre guillemets, ou souillés, ou propres comme au figuré. Et voilà, et la vie recommençait. Mais on vivait vraiment beaucoup plus. Philippe Ariès a vraiment beaucoup travaillé là-dessus et décrit. On vivait avec ses morts jusque dans les années 60, 70, et vraiment en 68, je pense, on mourait chez soi. Et ensuite, avec l'augmentation du nombre des centres hospitalo-universitaires, des hôpitaux, maintenant on meurt de plus en plus à l'hôpital. Ou en maison de voilà. de Ce qui retraite. n'est pas forcément un mal ou un bien, peu importe, je ne juge pas. Maintenant, on a les soins palliatifs aussi, on a les antidouleurs ou autre chose qui n'existaient pas forcément à l'époque. Donc, bon, les choses ont changé dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, les choses ont changé. Néanmoins, on fait toujours maintenant des soins de conservation corporelle, c'est-à-dire qu'on retire le sang, on le remplace par du savon ou par du formol, et on a un vrai problème, c'est que les corps ne se décomposent plus. Quand on réouvre les tombeaux maintenant pour faire des réductions de corps, et bien on se rend compte que Souvent, il fallait attendre de combien? 40, 30, 40 ans? Il fallait attendre, alors normalement il faut attendre au moins 10 ans pour faire une réduction de corps, c'est vraiment le délai minimum, mais maintenant, même 50 ans plus tard, il est possible que ta grand-mère soit encore intacte, si je peux me permettre, et sans te traumatiser, pour d'abord les soins de conservation corporelle, les terres qui sont bourrées, ça fait le lien avec quelqu'un que tu as interviewé un tout petit peu avant, de conservateurs en l'occurrence, alors pas forcément le nitrate ou autre, mais de conservateurs. On a tous des vêtements qui sont en nylon maintenant, qui vont favoriser la conservation des cadavres. On mange également des antibiotiques dans la viande qui vont agir également en post-mortem sur la flore de décomposition et de putréfaction. Donc maintenant, quand on réouvre les tombeaux, oui, les corps sont en grande partie bien conservés. Alors, est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est un danger à la date d'aujourd'hui, ce changement? On ne se rend pas bien compte en fait si c'est un danger. C'est peut-être un danger sanitaire, oui. J'en suis pas persuadé parce que c'est quelque chose qui est relativement inerte, peut-être grâce aux antibiotiques et aux soins de conservation qui inactivent tout. Mais c'est un danger en termes d'occupation de l'espace dans les nécropoles. Il y a une vraie crise de l'immobilier dans les cimetières en ce moment. Parce qu'on ne peut plus faire de réduction de corps, donc on ne peut plus réduire les sépultures, donc il faut construire de nouvelles sépultures. Voilà, mais alors en plus, il y a des fois on nous oblige aussi au crématorium. Alors il n'y a pas d'obligation heureusement au crématorium, mais c'est sûr que c'est une solution de facilité. Voilà, mais rassurez-vous, même sur un corps crémé ou incinéré, le médecin légiste peut toujours travailler. On arrive maintenant à faire malgré tout un tout petit peu de génétique dessus, on peut toujours faire de la toxicologie. Par contre, c'est sûr, reconstituer un visage à partir de cendres d'incinération, ça on ne pourra pas. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est un petit peu l'intelligence artificielle. Alors on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour reconstituer
des sortes de cartographies nosologiques. En gros, savoir comment les maladies évoluent, naissent, apparaissent et disparaissent au fur et à mesure. Parce que plus on multiplie les études sur les cadavres, sur les squelettes anciens, sur les momies, plus on arrive à avoir une vision globale sur la lèpre était présente à cet endroit, la peste, la tuberculose, la syphilis, etc. Et donc, au fur et à mesure, on balaye et on voit par des spots sur des cartes comment tout évolue au fur et à mesure du temps. Donc, l'intelligence artificielle nous permet de condenser l'ensemble de ces résultats, de les indexer et d'avoir une vision vraiment dynamique sur les maladies. Et on se rend compte qu'il y a une vraie histoire biologique des maladies. Les maladies naissent, vivent et meurent. Alors, juste une chose, on a quand même évolué au niveau de la santé. Oui, on peut le dire. On peut le dire parce que les gens, des fois, se plaignent pour des choses, mais je trouve qu'on a vraiment évolué. On va dire qu'il y a déjà pour le cancer de la prostate, sur d'autres cancers, on a vraiment évolué. Qu'est-ce qu'on n'a pas évolué, justement? Par contre, il y a bien quelque chose qu'on n'a pas évolué. Donc ça peut être dramatique pour l'homme. Alors il y a une chose qui n'a pas évolué et on le voit aujourd'hui, c'est le nombre de personnes qui ne se protègent pas du soleil. On est dans un magnifique salon, mais il y a quasiment tout le monde est en chemise courte, bras courts, personne ne s'hydrate ou très peu, il y a des phototypes clairs qui ne mettent pas de crème ou autre chose, donc là il y a beaucoup de gens qui vont se faire des cancers de la peau, et c'est vraiment, au moins dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, juste avoir des rides dont ils auraient pu se passer. Donc il ne sert à rien de s'exposer au soleil. Un tout petit peu d'exposition pour maturer sa vitamine D, c'est très bien, oui. Mais voilà, restez juste à l'ombre, quoi. C'est juste ce que je peux vous conseiller. Et ça m'énerve. Ça m'énerve de voir les gens qui se dorent la pilule au soleil ou autre chose. Sur la plage d'un moment donné, et qui abîment leur peau et qui font... C'est un ferment pour plus tard. Mais là, désolé, c'est le médecin qui parle. Alors, c'était pour aussi rebondir parce qu'on va parler de rituels. Oui. Voilà, il y a celui qui fait des rituels d'être sur la plage. Vous avez le rituel, vous avez le vaudou. Et là, justement, Philippe, vous êtes membre de Société des membres africanistes. Oui. Alors, on va échanger on va garder juste là. Décidément, vos différents voyages vous ont permis d'affirmer vos connaissances à Haïti et sur les zombies et au Bénin avec la religion vaudou. Aujourd'hui, le Salon du Livre de Notre-Dame-du-Livre vous permet de rencontrer justement Jean Audoutan, qui est juste à côté de nous, que je vais vous passer justement cette petite interview à vous deux, que je vais vous accompagner. Pouvez-vous me dire un petit peu justement ce vaudou, qu'est-ce qui vous a permis justement de vivre quelque chose au Bénin aussi fantastique? Alors d'abord, le vaudou n'est pas, comme je l'entends souvent, une pratique de sorcellerie ou autre chose. Le vaudou est une religion et une culture à part entière qui est née au Nigeria, au Bénin et au Togo, et qui est une religion ancienne, existant au moins depuis le 15e, peut-être même le 14e siècle, et qui a mûri, si je peux dire, en intégrant certains rituels, certaines divinités, certaines croyances au fur et à mesure de sa migration. Et c'est une religion qui établit le lien et l'équilibre entre l'homme, la nature et les dieux. Et c'est une religion une culture que je trouve particulièrement intéressante parce que la confluence justement entre différentes croyances et qui rétablit cet équilibre perdu entre l'homme et la nature. Au début, moi j'ai été attiré par le vaudou par un choc esthétique. J'ai vu dans certaines galeries, dans certains musées, notamment au musée du Quai Branly-Jacques Chirac ou au musée de l'Homme, des objets vaudous que j'ai trouvés extrêmement beaux, vraiment magnifiques. Notamment ceux qui sont recouverts anciennement d'indigo, maintenant de bleu de lessive, bleu de vaisselle. Et puis avec des cadenas, la collection Jacques Kershach par exemple, qui était extraordinairement belle. Et puis j'ai voulu savoir ce que c'était. J'avais un co-interne à Lille qui était Luc Brun, le docteur Brun, qui était originaire d'Abomey et qui m'a fait venir au Bénin pour donner des cours à Parakou, à Abomey, et à Porto Novo et à Cotonou. J'y suis allé pendant pas mal d'années. Et au fur et à mesure, il me disait sur les derniers jours, viens, on va aller dans la maison de famille à Abomey et je vais te montrer. Et là, j'ai découvert les rituels, j'ai découvert les croyances, j'ai découvert la culture vaudou qui était vraiment un puits sans fond, à la fois de connaissances et de découvertes. Et je n'arrêtais pas à la fin des cours de poser des questions à mes étudiants. Donc je disais, allez, on va se boire une petite Malta. Malta, c'est une boisson sans alcool. On va se boire une petite Malta à la fin du cours et je vais vous poser des questions et je leur en posais plein. Et à la fin, ils m'ont dit, au bout de pas mal d'années, bon, Philippe, là tu poses trop de questions. Monsieur Philippe, vous posez trop de questions. Là maintenant, la seule solution, c'est que vous soyez initié. Là, la seule réponse possible pour vous, c'est de la vivre. On ne peut pas vous transmettre ça, il faut que vous le viviez. Et donc, réfléchissez, l'année prochaine, si vous voulez, quand vous revenez pour la prochaine session de cours, on va vous initier. Et j'ai réfléchi, j'en ai parlé un peu
mon épouse, autour de moi, etc. Et l'année d'après, en effet, j'y suis retourné et j'ai été initié. Et oui, c'est vrai, ça permet d'apprendre des choses, ça permet de comprendre des choses, ça permet d'ouvrir les yeux, au propre comme au figuré, et je ne regrette pas un seul instant. Donc je suis initié, je ne suis pas forcément pratiquant de tous les jours. Je suis quand même allé faire laver mon fa il y a quelques semaines à Abomey et rendre hommage à mon bokonon, c'est-à-dire le prêtre qui m'a initié, qui entre-temps est parti en voyage, comme on dit, parti au marché, ce sont les termes consacrés. Et puis, ils sont bien forts à côté. À côté, oui, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. C'est ambiancé. Et du coup, oui, chaque année, j'y retourne. Je suis venu sur le terrain pour me documenter sur Efioso, divinité du ciel et de la foudre, et sur les rituels qui sont rattachés aux personnes qui sont foudroyées, c'est-à-dire jugées immédiatement sur place par la divinité. Qu'est-ce qu'on fait de leur corps ou autre chose. Chaque année, je découvre de nouvelles choses, et chaque année, j'ai envie d'y retourner, parce que d'abord, je m'y sens très à l'aise, et puis c'est une terre d'accueil. C'est une terre d'accueil. C'est une terre d'accueil. Le vaudou et surtout le Bénin et la communauté béninoise est d'une chaleur immense. Enfin, vraiment, j'y suis très à l'aise. Alors, juste une chose, c'est que le Bénin, mais le vaudou, ça existe aussi en France. Alors, on pratiquait aussi, on appelait ça un rebutu aussi. Ouais. C'était encore autre chose, mais c'était ça en France aussi. Ouais, honnêtement, c'est pas la même chose du tout, si je peux me permettre. On va dire qu'il y a des religions traditionnelles, mais il y a aussi des pratiques traditionnelles. Et en fait, ce qu'on connaît du vaudou en Occident, que ce soit le vaudou de Haïti ou le vaudou béninois, c'est la sorcellerie, les pratiques de sorcellerie qui sont vraiment marginales de cette religion et de cette culture, comme la sorcellerie dans le bocage, comme la sorcellerie juive, la sorcellerie musulmane, bouddhiste, hindouiste ou luthérienne. J'ai appris qu'il y avait une sorcellerie luthérienne. Ça, c'est pas mal. Et je cherche la calviniste encore, mais je vais la trouver. Bon, bref, c'est intéressant. En marge de chaque religion, il y a toujours des pratiques de sorcellerie. Ce que tu me dis, sorcellerie, magie, rebouteux ou autre chose, les passeurs ou toucheurs de feu, ce genre de choses, on est dans une pratique, on va dire, je ne dis pas que c'est de la sorcellerie, bien évidemment, surtout pas, mais ce sont des pratiques, on va dire, de thérapie traditionnelle qui jouent sur les croyances surnaturelles. Oui, mais par contre, le vaudou, c'est vraiment pas ça. Tu as du vaudou en France, tu as du vaudou, par exemple, mais de façades, d'étiquettes, qui sont liées à la diaspora et qui sont parfois des charlatans complets qui jouent sur cette image-là. Professeur X, je ne donnerai pas de prénom, qui laisse ses petits billets à la sortie du métro dans le 18e arrondissement, ce genre de choses, c'est très fréquent. Mais le vrai vaudou, on le retrouve au Bénin, on le retrouve au Togo, on le retrouve au Nigeria, on le retrouve également en Haïti, dans toute la diaspora des esclaves. C'est le candomblé, par exemple, au Brésil, la santeria à Cuba, le quimbois dans les grandes Antilles françaises. Tout ça, c'est du vaudou et des religions d'Afrique traditionnelles qui sont métissées avec le catholicisme romain lors de ces 3 mois de voyage forcé dans le fond des cales des bateaux négriers. Il y a plusieurs religions. Dans chaque religion, il y a des pratiques. Et ces pratiques, est-ce qu'il y a des pays qui se ressemblent? Il y a quelques points communs. La divination par le fa, par exemple, cette connaissance ultime, on dirait le Verbe chez nous. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est le prologue de Saint Jean. Le Verbe, au Bénin, dans le vaudou, c'est le fa. Et le fa remonte très haut. On peut pratiquer le fa en Mauritanie, on peut pratiquer le fa au Burkina Faso, on peut le pratiquer au Tchad également. Donc il y a des pratiques qui s'interprètent. Mamiwata, qui est une divinité des eaux salées au Bénin, je l'ai retrouvé au Cameroun, je l'ai retrouvé également au Ghana, et je l'ai retrouvé également en Haïti. Donc certaines divinités bougent. Et d'ailleurs, au Ghana, la représentation de Mamiwata, c'est une divinité hindoue. Elle représente, c'est Parvati, c'est une déesse hindoue, ce qui montre bien les mouvements culturels qui se transmettent de l'un à l'autre. Est-ce que tu as connu Ama? Ama? Ama. Est-ce que tu connais pas du tout? Dis. Cette femme qui te touche et qui te donne tout le bien-être. Non. Tu ne connais pas du tout. Non. Donc je t'inviterai et je te donnerai ce livre qui est magnifique, justement. C'est encore une autre divinité. Et après, c'est une question de croyance, tout simplement. C'est encore là, c'est pas du vaudou, mais c'est du bien-être, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Je vais inviter Jean Adouta à nous rejoindre pour le Panthéon de la Joie, son 6e long court-métrage.
Mais avant que Jean vienne nous rejoindre, je suis très heureux, mets-toi à côté de moi, Jean, et je voudrais finir avec Philippe, justement, de venir avec un seul micro, on va y arriver. Comment vas-tu, Jean? Très bien. Très très bien. Ça va. Tout, ça va, tranquille. 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 Alors, Philippe, merci déjà. En tout cas, il y a une chose avant de continuer sur Jean. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu connais le questionnaire de Proust? Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est un petit rituel. Je me mets contre toi, du coup. C'est mon petit rituel. Quel est le principal trait de ton caractère? Persévérance. C'est important ce questionnaire de Proust parce qu'on apprend la personne, mais même vous pouvez dire tiens, quel trait je suis. Voilà. C'est important de savoir ce qu'on est aussi au fond de soi-même, de se recentrer. Je pense que je ne me trompe pas. Non, non, tout à fait. C'est une auto-autopsie. Exactement. La qualité que tu préfères chez un homme? La fraternité. Ça, c'est beau. La qualité chez une femme? La sororité. Qu'est-ce que tu apprécies chez tes amis? Leur fidélité. Et si tu avais une couleur, ce serait laquelle? Le bleu. Pourquoi le bleu? Parce que c'est une couleur... Hormis le hasard qui veuille que ça soit la couleur de mes yeux, c'est aussi une couleur qui me suit depuis le début de ma vie, tout simplement. Voilà. Les choses arrivent en bleu chez moi. Voilà. Ce qui explique peut-être mon amour de Yves Klein. Et certainement. Si tu es... Bah voilà, tu vois, je suis en bleu aussi. Ton auteur favori? Je dirais bien Victor Ségalen. Ou alors, Constantin Cavafy, si j'ai droit à deux. Tu as droit à deux, voire une troisième. Jean-Christophe Ruffin? Très très bien. J'ai interviewé M. François Hollande il n'y a pas longtemps et il m'a dit moi c'est le petit prince. C'était mignon. C'était touchant. C'était touchant. Ton peintre favori? Morandi. Morandi. Je ne sais pas si vous connaissez Morandi. Morandi est un peintre d'origine italienne. Il vivait à Bologne et il peignait des natures mortes avec une palette qui est extraordinaire, qui est d'une douceur inouïe. C'est mon épouse qui m'a fait découvrir Morandi à Bologne. Et voilà, Morandi est un génie de la simplicité. Et tu vois, on revient à ta femme, la fidélité de son tableau qu'elle t'a fait découvrir. Je voudrais aussi finir une chose, ta devise. Perinde ac cadaver. C'est la devise des jésuites, c'est pas pour ça. Jusqu'à l'état de cadavre en latin. Et voilà, c'est jusqu'à cet état-là, je travaillerai. J'ai coutume de dire, quand on me dit mais tu te reposes jamais, j'ai coutume de répondre mais je me reposerai dans mon cercueil, là je pourrai dormir. Et donc Perinde ac cadaver, première version. Et la deuxième, c'est oui, jusqu'à l'état de cadavre, on peut obtenir des informations. Donc on en profite au maximum. Mais avec le respect du haut mort, bien évidemment. Alors moi je dirais juste une chose, aimons-nous vivants. Joli. Pour toi le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est être ensemble. Voilà. Être ensemble. C'est être, donc vivre, oui. Et ensemble, en harmonie avec les autres et également en harmonie avec soi-même. Voilà, être ensemble. Mais il faut bien comprendre le sens du mot être. Et très important. En tout cas, merci pour ce beau partage. On continue, je déconnecte en fait au niveau du micro là pour l'émission qui est enregistrée. Merci à tous, l'art du bonheur continue. À tout de suite. Ciao, ciao, ciao.